Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Il est 13h58, donc on vous propose d'attendre quelques petites minutes les personnes qui sont en train d'arriver et qui rentrent dans de leur déjeuner éventuellement. Vous êtes déjà 336, donc très nombreux, et on vous remercie de nous accorder ce temps. Et on vous propose d'attendre quelques petites minutes pour lancer le webinaire tranquillement. Vous êtes nombreux à vous être manifestés dans le chat. Bonjour à tous. Chacun a des profils aussi très différents. Manager de transition, je vois. Formatrice, coach. On va voir, vous allez voir, il y a pas mal d'éclairages qu'on va essayer de vous apporter avec Bernard. Pas de recette miracle, mais des éclairages à l'égard de ce sujet passionnant que sont les neurosciences. Des thérapeutes aussi également, super. Psychologue en prévention, psychopraticienne. Super, que des profils très riches, très variés. Alors, on est 450 actuellement à peu près. Je propose qu'on attende peut-être une petite minute, mais comme on a une présentation qui est dense et qu'on a envie d'avoir la possibilité d'échanger avec vous, avec Bernard, d'avoir vos questions, vos retours, on ne va pas tarder à partir rapidement. « 485 personnes. On peut peut-être commencer par se présenter. Oui, tu as raison. En plus, on vient de passer la barre des 500. C'est un signe. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire avec Bernard. Donc, je me présente rapidement. Nathan Danet, je suis psychologue et partenaire d'IM Conseil qui dispense ce webinaire et qui nous a réunis avec Bernard pour vous partager les concepts à la fois de l'approche neurocognitive et comportementale auquel je suis praticien, mais également d'autres éclairages que Bernard pourra nous donner quand il se présentera. Donc, j'ai plusieurs casquettes, moi, dans mon environnement professionnel. Je suis à la fois formateur sur différentes thématiques, gestion du stress, communication, intelligence collective. Également une casquette de consultant sur des problématiques un peu plus stratégiques et tout un intérêt aussi sur le développement des nouvelles technologies et l'accompagnement avec ces nouvelles technologies. Je parle ici de réalité virtuelle et de neurofeedback notamment, mais également de tout ce qu'on peut essayer de construire actuellement avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle pourrait nous aider de faire dans le cadre de ce qu'on appellerait les IA coach. Voilà un peu le qui je suis et bien sûr un centre d'intérêt que sont les neurosciences, les sciences cognitives qu'on va essayer de vous partager du mieux qu'on peut avec Bernard aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous présenter tous ces beaux concepts et toutes ces méthodologies qu'on va vous partager. Donc, je vous laisse Bernard se présenter rapidement. D'accord. Donc, Bernard Anselme, donc je suis médecin, j'ai aussi un master de recherche en neuropsychologie et je m'intéresse plus particulièrement à la prise de décision en situation complexe, à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, à l'adaptation au changement permanent et aux motivations résistantes à l'épuisement. Et donc, mon but, c'est de rechercher des travaux, des recherches en neurosciences cognitives qui ont des applications pratiques, de les traduire dans un langage simple et surtout de créer une étincelle, un électrochoc pour que les gens aient envie d'agir, pour qu'ils utilisent le meilleur de leur cerveau dans des situations difficiles comme des situations de stress, de fatigue, d'anxiété, d'épisodes dépressifs et de toutes sortes de difficultés. Donc, utiliser le meilleur de son cerveau
lorsqu'on est dans une situation difficile. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, en plus de faire passer des connaissances, c'est d'échanger justement, d'avoir vos expériences. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va essayer de pas trop être bavard. Ça Voilà. va pas être facile. Voilà. Du coup, je te laisse la parole pour le. On va essayer d'essayer d'interagir du mieux qu'on peut avec vous, notamment. On a 1 heure ensemble. On va essayer de faire 45 minutes de présentation. Bien évidemment, vous avez accès au chat. Vous pouvez poser vos questions et on a notre super modératrice Céline qui nous fera remonter. On essaiera de répondre à un maximum et puis on pourra échanger aussi avec certains lors de la fin de la présentation. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus de soft skills et de finalement comment passer d'un cerveau rigide à un cerveau agile. C'est la thématique de notre webinaire. Ce webinaire vous est proposé par l'IME Conseil. L'IME Conseil qui a pour mission d'accompagner les individus, les collectifs, les organisations vers le changement et le développement de leurs compétences cognitives et comportementales, qu'on appelle aussi les soft skills, plus largement de l'intelligence adaptative pour une performance, on va dire, plus durable, mais pour globalement être mieux, vivre mieux et travailler mieux avec une approche plutôt intégrative qui se veut d'essayer de regrouper les différents éléments de la littérature qu'on retrouve actuellement sur ces thématiques-là. Donc, l'IME intervient dans différents contextes. C'est 35 années de recherche et notamment l'approche neurocognitive et comportementale a été développée par le professeur Jacques Fradin. Et on intervient sur différents sujets qui font le lien avec tout ce que Bernard a pu vous partager juste avant, à la fois tout ce qui va être lié au stress, à la qualité de vie au travail, des éléments en lien avec le talent management et le leadership, tout ce qui va être plutôt autour du management, de la transformation, de l'agilité, également du recrutement. En fait, c'est un modèle, l'approche neurocognitive et comportementale, qu'on essaye d'utiliser dans différents contextes, bien sûr, parfois en utilisant d'autres modèles, d'autres méthodes, mais pour tirer le mieux de notre ressource en tant qu'individu, de notre cerveau et de ces éléments parfois qui sont un peu, qu'on ne connaît pas trop, en tout cas, on nous apprend peu quand on est enfant. Et l'idée, voilà, c'est de vulgariser tout ça, de transmettre. C'est un peu notre mission aujourd'hui, de vous transmettre des connaissances, mais également, au-delà des connaissances, avoir quelques bonnes pratiques à utiliser. Alors, bien sûr, on n'a qu'1 heure, donc on pourrait parler de ça pendant des journées entières, mais l'idée, ça va être de vous transmettre le plus possible dans ce court laps de temps. Ok. Alors, donc moi, je voulais, alors avant d'aller dans le plan, je voulais juste faire une petite introduction sur cette adaptation au changement. Donc, la révolution numérique a bouleversé notre vie. L'intelligence artificielle va le faire encore plus dans les prochaines années. Mais ce qui me semble le plus intéressant actuellement, c'est le changement d'état d'esprit guidé donc par les avancées en sciences cognitives, parce que ça, on peut l'utiliser tout de suite. Et donc, dans le contexte actuel, il ne vous a pas échappé que nous vivons une période instable. Et dans ce contexte incertain, connaître un minimum de fonctionnement de nos réseaux cérébraux, ça ne me paraît pas un luxe. Ça me paraît indispensable pour ne pas s'épuiser, pour utiliser les meilleures stratégies. Et à ce sujet, la première idée que je voudrais faire passer, c'est que nous avons plus de pouvoir sur notre cerveau que nous l'imaginons. Nous avons un cerveau qui est beaucoup plus adaptable, à condition d'en connaître les ressources, mais également les limites, les contraintes, les résistances, parce que nous avons aussi donc des potentiels qui sont sous-estimés, mais nous avons aussi des résistances qui sont d'autant plus redoutables qu'elles ne sont pas conscientes. Donc là, notre but aujourd'hui, ça va être justement de montrer un petit peu quelles sont ces ressources et quelles sont aussi ces résistances. Et ces connaissances nous donnent un degré de liberté supplémentaire pour pouvoir agir et choisir. Voilà. Donc le plan là, donc on vous propose un chemin en quelques étapes. Tout d'abord, j'ai plus de possibilités, de potentiel que je n'imagine grâce aux capacités de neuroplasticité. En 2,
adapter cette neuroplasticité à un exemple, le growth mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de progression. On verra de quoi il s'agit. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. En 3, on a donc des potentiels, mais on a aussi des résistances, les connaître pour pouvoir mieux les contourner. En 4, être capable de basculer d'un mode automatique à un mode adaptatif. J'essaye d'utiliser le vocabulaire IME. Et en 5, trouver quelques exemples d'applications pratiques. Voilà, c'est ce qu'on vous propose comme parcours. On espère que cela vous convient. Et puis, vous pourrez toujours poser, bien entendu, des questions pour sortir un petit peu de ce cadre préétabli. Alors, en matière d'adaptation, il y a une image que j'aime beaucoup, qui est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors, l'arbre qui tombe, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. C'est l'ensemble de vos soucis, de vos préoccupations, de vos échecs, de vos inquiétudes. Et la forêt qui pousse, donc là, par contre, il faut donner un petit peu d'explication. C'est donc, on a des connexions neuronales qui se développent à chaque instant dans notre cerveau et on a la possibilité de développer un certain nombre de connexions. Donc, on n'a pas le pouvoir d'arrêter les arbres qui tombent, ça ne dépend pas de nous. Par contre, on a du pouvoir pour faire pousser cette forêt de neurones dans la direction que l'on désire. Et c'est l'intérêt de ces notions de neuroplasticité. Alors Bernard, je me permets juste de t'arrêter 2 secondes. J'ai eu l'info qu'on manquait de son. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que tout va bien pour tout le monde? Un petit oui dans le chat pour pas qu'on parle dans le vide. Merci Patricia, merci Nathalie. Bon, super, si le son est OK, on poursuit. J'avais eu cette remontée d'informations, donc waouh, vous êtes hyper réactifs. Merci de votre activité. Oui, n'hésitez pas à nous interrompre si le son est mauvais. Donc, faire pousser cette forêt de neurones, donc grâce à une propriété de notre cerveau qu'on appelle la plasticité neuronale ou plasticité synaptique ou neuroplasticité. Donc, de quoi s'agit-il? C'est donc dans notre cerveau, l'information circule par des éléments électrochimiques qui vont passer d'un neurone à un autre par ce qu'on appelle les synapses. C'est ce que vous voyez au centre, là, cette connexion entre deux neurones. Et donc, à chaque fois que des neurones communiquent entre eux, la communication se renforce. Chaque fois que les neurones se connectent entre eux, la communication se renforce. Alors, dit comme ça, c'est un peu technique. En fait, ça signifie tout simplement que plus on utilise nos neurones, mieux ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'un petit chemin neuronal, comme vous voyez à gauche, si on l'utilise souvent, va se transformer en autoroute de l'information. Donc, ce que l'on utilise devient plus fort. Plus on utilise nos neurones, mieux ils fonctionnent. Et donc, ce principe donc, est extrêmement important à connaître parce qu'il peut s'appliquer à des tas d'informations. On va voir différentes possibilités. Et je vous donne un exemple. Des chercheurs ont pris des gens qui n'avaient pas de compétences dans un domaine bien particulier, qui est le domaine de savoir orienter son attention sur le présent sans se laisser distraire par nos préoccupations du futur ou du passé. Et donc, revenir toujours au présent. Et donc, en fait, c'est un exercice d'attention, de focalisation de l'attention sur le présent. Ça s'appelle la pleine conscience ou la mindfulness. Et donc, ils ont utilisé des gens qui n'avaient aucune compétence dans ce domaine-là et ils leur ont demandé de s'entraîner pendant quelques semaines à raison d'une demi-heure par jour et donc à revenir sur le présent en permanence, à s'entraîner, à focaliser son attention sur le présent. Et au bout de seulement 8 semaines, ils ont observé des modifications dans l'architecture, dans l'anatomie et dans le fonctionnement du cerveau. Ils ont aussi observé des modifications fonctionnelles, c'est-à-dire que, comme prévu, après entraînement, les gens étaient plus capables de se focaliser sur le présent, de focaliser leur attention. Ils avaient une meilleure attention. Ils avaient aussi moins de stress, puisque en ayant une attention sur le présent, on met à distance ses préoccupations et donc on est moins stressé.
Donc, ça, c'était prévu, puisque ça c'est connu depuis longtemps. La pleine conscience fait diminuer le stress et permet d'améliorer son attention. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a modifié l'architecture du cerveau. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que nous avons du pouvoir, non seulement sur notre fonctionnement cérébral, mais sur l'architecture, sur l'incarnation de notre cerveau. Et en quelques semaines seulement, nous pouvons modifier l'architecture de notre cerveau. Les régions qui régulent les émotions, par exemple, étaient moins sollicitées, et les régions qui perçoivent les émotions étaient moins actives, et d'autres régions qui sont impliquées aussi étaient plus denses, et certaines régions étaient moins denses, d'autres étaient plus denses. Donc, on a une modification de l'architecture. Et donc, ça va impliquer un cercle vertueux, puisque les expériences que nous vivons vont modifier donc les capacités de notre cerveau, mais notre architecture. Et cette modification d'architecture va modifier nos perceptions, qui elles-mêmes vont modifier nos capacités. Donc, on entre dans un cercle vertueux. Donc, voilà pourquoi je vous disais en introduction que nous avons du pouvoir sur notre cerveau. Et c'est d'autant plus vrai, Bernard, que c'est constamment le cas finalement. Lorsqu'on a quelque chose de nouveau qui se présente à nous dans notre environnement, on est obligé de mobiliser ces réseaux attentionnels et on crée au début des petites connexions. Et plus on s'entraîne dans ce mécanisme-là, plus on renforce ces connexions et on va aller vers les autoroutes, la métaphore des autoroutes dont tu parles. Voilà, exactement. Ouais. Ça vous arrive constamment. Tu fais bien de le préciser, puisque ça fait un peu une analogie avec le développement musculaire, hein, c'est-à-dire que plus on s'entraîne et plus on va améliorer nos capacités. Donc voilà, là on a une image de neurones, ce sont des neuroblastes, hein, c'est les précurseurs des neurones, qui étendent leurs ramifications, qu'on appelle des dendrites, qui vont donc se connecter par les synapses. Donc ça fait des termes techniques, mais peu importe. Et les petites images lumineuses, ce que vous voyez, ce sont les potentiels d'action, c'est-à-dire les informations, la data qui passe d'un neurone à l'autre. Donc ça, c'est au niveau microscopique. Mais on peut voir les modifications aussi au niveau macroscopique. Là, vous avez des images d'IRM de cortex d'humains, de personnes vivantes. Et donc, ce sont les zones qui commandent la motricité des doigts. Et donc, en haut à gauche, vous avez une zone normale qui est longiligne. C'est la zone de la main droite qui commande à la main droite d'un violoniste. Et la main droite, elle tient l'archet. Donc, le travail des doigts est assez limité. Par contre, à droite, en haut à droite, vous voyez la zone qui commande à la main gauche du violoniste. Et là, les doigts sont très utilisés. Hein. La main gauche d'un violoniste, les doigts travaillent beaucoup. Et donc, vous voyez une bosse, parce que tout simplement, les connexions neuronales se sont développées et ça se voit à l'œil nu. C'est une bosse qui fait quelques millimètres à 1 centimètre. Donc, on est vraiment dans l'incarnation de cette modification, de cette neuroplasticité. Et en bas, vous voyez les commandes motrices des deux mains d'un pianiste. Et là, chez le pianiste, bien entendu, vous le savez, les doigts des deux mains sont utilisés. Et donc là, on voit la bosse est bilatérale. Donc on voit que cette incarnation de cette neuroplasticité peut se voir même à l'œil nu. Donc vous voyez que c'est une notion qui est quand même intéressante. Ensuite, donc cette notion de neuroplasticité, là on a vu le versant neurologique, maintenant on va voir le versant comportemental. Il y a des gens qui se sont penchés sur cette question. Comment appliquer cette notion de neuroplasticité. Et donc, il y a la notion d'état d'esprit qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que l'état d'esprit va déterminer dans quelle direction et à quel endroit on va développer cette capacité de connexion neuronale. Donc, c'est fondamental. Et donc, on comprend que ce qui est important, ce n'est pas de se demander si on est doué ou pas dans un domaine. L'important, c'est de se demander dans quel domaine j'ai envie de développer mes compétences. Alors, il y a des gens qui sont doués, d'autres qui le sont moins, mais on peut toujours développer ces compétences. C'est ça qui est important à savoir. Et donc, cette notion, alors on n'a pas attendu les neurosciences pour la connaître. Il y a des philosophes grecs qui en ont parlé. Il y a aussi des observateurs du XXe siècle, comme Henry Ford, qui nous dit, selon que vous pensez être capable ou pas,
eh bien, vous aurez probablement raison, hein. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Et il y a aussi des chercheurs en psychologie qui ont travaillé sur ces questions, notamment les équipes de Carol Dweck, qui ont établi la notion de growth mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit de progression. Et cet état d'esprit de progression, quelle est la notion? C'est que les gens qui pensent qu'on peut toujours progresser vont avoir de meilleurs résultats scolaires et professionnels que les gens qui pensent que nos capacités sont fixées à la naissance ou à la fin de l'enfance. Et donc, elle a observé, avec des tas d'études robustes, que les enfants qui pensaient qu'on pouvait s'améliorer et donc qui faisaient des efforts avaient de meilleurs résultats que les enfants qui pensaient qu'ils étaient doués ou pas dans un domaine. Donc, ça, c'est le premier temps, mais elle a aussi montré que non seulement ces personnes avaient de meilleurs résultats, mais elles étaient moins stressées, elles étaient moins anxieuses et elles étaient plus aptes à s'engager dans l'action. Alors ça peut se comprendre puisque si on pense que nos capacités sont fixées, eh bien, on ne va pas se lancer dans une tâche où on pense qu'on ne va pas pouvoir réussir. Ça demande de l'effort. En plus, c'est anxiogène. On risque de rater. Donc, on n'a pas envie d'y aller. On ne va pas mobiliser de l'effort. Par contre, si on pense qu'avec des efforts, on peut progresser, eh bien là, nos réseaux de la récompense vont être alimentés. On a envie d'y aller parce qu'on sait qu'on va progresser. Donc, par exemple, chaque difficulté va se transformer en challenge. Chaque critique, chaque feedback négatif va se transformer en conseil. C'est un conseil, en fait, on nous rend un service quand on nous fait un feedback négatif. Et même chaque échec, qui est toujours aussi douloureux, un échec c'est douloureux pour tout le monde, mais par contre ça va être une occasion de rebondir. Alors que pour quelqu'un qui a un état d'esprit fixé, une difficulté, c'est stressant. Un feedback négatif, c'est une agression. Et un échec, c'est une catastrophe parce que ça prouve qu'on est mauvais pour le restant de nos jours. Donc, on comprend qu'il est plus facile d'engager des efforts, de passer du temps et d'être plus motivé si on a cet état d'esprit de progression. Ça nous change vraiment la vie. On est à la fois plus entreprenant, plus efficace et plus serein, moins anxieux. Et on trouve aussi cette application dans le monde du travail, puisque le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a repris Microsoft dans les années 2010, à un moment où ça allait pas très bien, a ramené cette entreprise au plus haut niveau, puisqu'actuellement, elle a la plus grosse capitalisation mondiale, à peu près à égalité avec Apple, c'est première ou deuxième, ça dépend des moments. Et donc, il a vraiment pu développer son entreprise en mettant en application ces notions. Donc, vous voyez que ce soit au niveau philosophique, au niveau des observateurs, en neurosciences, en sciences psychologiques ou en sciences du management, on voit que cette notion a des applications énormes. Et en effet, elle a d'autant plus d'applications, ces différentes notions, qu'en fait, il y a énormément d'éléments dans la littérature qui nous amènent à penser cette chose à différents étages et à différents degrés. Alors, peut-être que ça vous parle, monde mental automatique, monde mental adaptatif. On entend aussi souvent parler de système 1, système 2, donc un mode plutôt en situation connue, simple, maîtrisée, avec un ensemble de stratégies cognitives qui sont on va dire, plutôt biaisés, mais qui nous permettent de résoudre, on va dire, l'ensemble des situations auxquelles on est confronté dans notre environnement du quotidien, et un système 2, pour le coup, qui est plus apparenté à ce mode adaptatif, qui doit être mobilisé volontairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kahneman, lui, dans ce qu'il développe dans sa littérature, il n'identifie pas de zone cérébrale associée à ce système 1 et à ce système 2. C'est dans des études, notamment américaines, de Posner et Hall, dans des situations d'apprentissage qu'on a identifié différentes zones qui sont cérébrales, qui sont associées à ces mécanismes. Alors attention, quand vous voyez ces deux images, vous voyez une image avec plus d'activation dans le cortex préfrontal quand la situation est complexe, inconnue, maîtrisée, et plus d'activation dans les aires pariétales, notamment, et associatives, en mode mental automatique. Il se trouve que souvent, vous allez penser que c'est de l'activité électrique et la concentration d'activité électrique dans telle ou telle zone. Dans ce qui a été mesuré ici, c'est plutôt le taux d'oxygène à la surface du crâne
Et lorsqu'on a pris les images individuellement, on voyait tout activé tout le temps. Votre cerveau fonctionne toujours en étant tout le temps activé. Il se trouve que quand on superpose ces images et qu'on demande à un ordinateur, un algorithme de nous dire finalement lesquelles ont été les plus activées, il soustrait tout et il fait une hypothèse sur quelles sont les zones qui sont le plus actives. Et c'est assez cohérent puisque dans le cortex préfrontal, on va retrouver plutôt des zones associées à l'attention, l'inhibition, la flexibilité, et dans les aires automatiques, plutôt un ensemble de choses liées à notre apprentissage. Pour illustrer tout ça, il est intéressant de considérer ces deux modes puisqu'il y a à la fois les déterminants, on va dire, neurologiques qui existent, mais ce que évoquait Bernard sur l'état d'esprit, puisque être vers de l'adaptabilité, c'est aussi une conviction et un état d'esprit dans lequel on se positionne. Et vous voyez aussi au milieu un autre schéma pour dire qu'en fait, finalement, lorsqu'on apprend, on passe toujours par de la préfrontalisation parce qu'il faut capter des informations et mobiliser volontairement l'ensemble des ressources pour utiliser, pour agir. Une fois qu'on apprend, on engramme ces informations dans des aires plutôt associatives puisque finalement, on sait faire les choses. C'est ce que l'étude de Posner et Hall mettait en avant sur l'apprentissage textuel et d'autres éléments. Il se trouve que Olivier Houdet, lui, dans ses recherches, et c'est le schéma que vous voyez au milieu, il a aussi identifié le fait que dans beaucoup de situations, on a des réponses qui sont automatiques. Et ces réponses automatiques, parfois, elles ne sont pas adaptées au contexte dans lequel on se trouve. Et donc, il est nécessaire, pour développer aussi ces stratégies d'application, d'inhiber les réponses automatiques qu'on aurait en situation. Pour vous donner un petit exemple très simple, vous pouvez essayer de le faire chez vous. Là, en plus, personne ne vous regarde. Vous allez pouvoir prendre avec votre main gauche, pincer votre nez et avec votre main droite, pincer votre oreille. Et très rapidement, vous allez taper et essayer de changer le plus vite possible. Vous allez voir, au début, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut mobiliser les bonnes ressources intentionnelles pour pincer déjà identifier main gauche, main droite, où est-ce qu'on se situe, la trajectoire qu'on effectue, pas aller rater, etc. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Lorsqu'un enfant apprend à manger, par exemple, on voit qu'il rate souvent sa bouche. Eh ben, il faut qu'il utilise l'ensemble des ressources pour identifier la trajectoire et après créer ces mécanismes inconscients. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ANC, mais dans plein d'autres modèles, on retrouve ce qu'on appelle Dual Processing Theory, qui est cette dualité qui permet de mettre en avant certaines choses, notamment sur le fait d'activer volontairement les bons réseaux pour trouver les stratégies et s'adapter au changement, sachant qu'il y a les déterminants finalement neuro, bio, psycho, culturels, et que tout ça s'articule conjointement. Donc voilà un peu une petite illustration qui permet de faire le pont avec ce que disait Bernard juste avant. L'idée, c'est que finalement, une fois qu'on a engrammé un certain nombre d'informations et que parfois on a engrammé ces informations et ces stratégies cognitives, émotionnelles, de façon optimale, bien, on y a accès en répétant les choses, mais parfois, elles peuvent être sujettes à quelques résistances. Et il peut être difficile d'aller vers du changement puisqu'on a parfois des bonnes stratégies à des bons moments, mais d'autres fois des stratégies qui ne sont pas adaptées dans d'autres situations. Et c'est pour ça qu'on va essayer de vous expliquer maintenant, finalement, qu'est-ce qui peut bloquer ce changement, qu'est-ce qui peut créer des résistances et qu'est-ce qui peut parasiter le développement de ces compétences et de cette flexibilité mentale et de cette agilité cognitive. Voilà, et sachant que pour passer d'un mode à l'autre, comme vient de le dire Nathan, la compétence, ça va être la flexibilité mentale. Et donc, cette flexibilité mentale, elle dépend aussi de notre capacité à avoir du recul sur soi-même, c'est-à-dire la métacognition dont va nous parler Nathan tout à l'heure. Mais là, revenons donc aux contraintes. Donc là, on a vu ce qui marchait bien pour l'adaptation, donc la neuroplasticité, mais on a aussi des contraintes. Le cerveau, donc c'est 85 milliards de neurones qui ont chacun à peu près 10 000 connexions, ce qui fait qu'à chaque instant, vous avez 1 million de milliards de connexions qui fonctionnent en permanence dans votre cerveau. Ça fait à peu près autant de grains de sable qu'aurait une plage qui aurait la taille de la France. Et ça, à chaque instant. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, le cerveau doit chercher toujours les stratégies les plus économes en énergie. Et donc, un changement, ça demande de l'énergie. Et donc, a priori, le cerveau va préférer la situation connue plutôt que le changement. Donc ça, et ça se fait à un niveau non conscient. Donc, c'est pour ça que
quand il y a un changement, on va être plutôt réticent au départ, sauf s'il y a un mal-être, bien entendu, mais si on est dans un environnement normal, tout changement va nous déranger. D'autre part, les habitudes, ce sont des comportements qu'on a répétés des milliers de fois. Donc, la trace neuronale est très forte. Au lieu d'un petit chemin, vous avez une autoroute de l'information. Donc, tout ça, ça fait qu'il est très difficile de changer une habitude. Et donc, ça va provoquer donc en premier lieu un évitement de l'effort, hein, on va essayer d'éviter de l'effort, et d'autre part un biais cognitif que Kahneman a appelé l'aversion à la perte, mais il y a aussi d'autres biais cognitifs comme le biais du statu quo, et il y a aussi une aversion à l'incertitude, puisque pour se représenter le monde, le cerveau crée des modèles. On a tous des modèles mentaux qui nous permettent de comprendre la complexité du monde. Certains modèles sont justes, d'autres sont des simplifications, mais ils nous permettent de comprendre. Donc, on se raccroche à ces modèles, et s'il y a de l'incertitude, eh bien, on n'aime pas parce qu'on n'a plus le bon modèle. Et donc, l'incertitude, la nouveauté, l'effort font qu'on va avoir de l'aversion au changement. Et donc, on a donc ces modèles mentaux qui nous permettent une représentation du monde. Ils sont le plus souvent justes, ils ne sont pas venus par hasard, on les a créés à partir de notre expérience. Donc, en général, ça fonctionne. Mais quand la situation change, ces modèles mentaux peuvent ne pas être adaptés. Et quand ils ne sont pas adaptés, eh ben, on va parler de croyances limitantes ou de biais cognitifs quand c'est une erreur qui se répète. Le biais statu quo, par exemple, c'est le fait qu'on va préférer la situation actuelle à une situation incertaine. Notre cerveau va être hypersensible aux inconvénients du changement. Par contre, il va être myope aux avantages du changement. Donc, il va falloir, si on veut changer, il va falloir se concentrer sur les avantages et ne pas se laisser envahir par les inconvénients. Il y a un biais de perception sélective aussi qui va faire qu'on va percevoir ce qui nous intéresse. Et si on n'aime pas quelque chose, on va percevoir tous les inconvénients plutôt que les avantages. Et il y a un biais de croyance qui fait qu'on va aller directement à la conclusion. C'est-à-dire que si on pense qu'un changement est mauvais, eh ben on va aller directement à la conclusion sans vérifier avant que notre raisonnement est juste. Voilà, quelques exemples de biais cognitifs, mais Nathan va vous en reparler. Donc, il y a des tas de forces qui nous retiennent vers l'existant plutôt que vers le nouveau et vers l'incertain. Il faut en être conscient. Le fait d'en être conscient nous donne un degré de liberté supérieur pour simplement nous dire, bon, ben, peut-être cette résistance instinctive, intuitive que j'ai face au changement, je peux peut-être essayer de la contourner. Oui, et donc ce que dit Bernard est très juste. En fait, finalement, notre cerveau, dans un tas de situations, dans un tas comme il est économe, qui consomme beaucoup d'énergie, il va créer des stratégies mentales et une construction de la réalité qui va être plus simple et plus adaptée dans sa perception globale. Et tout l'enjeu, finalement, d'aller vers de l'agilité, c'est d'apprendre à basculer de ce mode automatique à adaptatif en comprenant aussi les signaux que nous envoie le corps. Et notamment le stress, c'est un signal très pertinent qui nous indique qu'on n'utilise pas forcément les bonnes ressources qu'on a à disposition. Mais dans tout un tas de situations qu'on vit au quotidien, finalement, nos routines, nos habitudes, la capacité à simplifier qu'a notre cerveau, puisque quand il y a trop d'informations, le but de notre cerveau, c'est de créer de la cohérence, créer des histoires qui va pouvoir tenir sur le long terme. Et c'est ce qui fait qu'on va aussi parfois avoir des difficultés à concevoir le changement et y résister. Et donc, il y a cet enjeu d'apprendre à basculer, notamment en allant contre sa pensée le plus souvent dans beaucoup de situations, et en concentrant son attention sur d'autres éléments que ces éléments qu'on a de manière automatique, qui créent en fait des boutons rouges, des signaux d'alerte, des mécanismes de résistance, puisqu'il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, on a appris à les aimer, on a appris à ne pas aimer certaines choses, et finalement, notre cerveau va focaliser l'intention dessus. D'ailleurs, quand Bernard parlait de sensibilité à la perte, c'est normal et c'est logique dans l'évolution de l'individu, puisque tout pouvait être un danger pour nos chers ancêtres préhistoriques. Donc, il fallait être plus sensible à ces éléments-là dans leurs environnements et dans leur contexte. On a pourtant gardé cet héritage-là, et maintenant, on a une capacité aussi à s'en distancier, à prendre du recul vis-à-vis de ça, notamment en développant cette adaptabilité et cette flexibilité cognitive.
Donc pour ça, il y a déjà un tas d'éléments qui ont été que Bernard a cités, mais vous connaissez tous cette image, c'est le codex des biais cognitifs qui a recensé plus de 200 biais, il en existe beaucoup, avec une modélisation et une répartition en 4 éléments. On vous propose d'aller en explorer quelques-uns, finalement sur comment on se rappelle de l'information, comment on traite l'excès d'information, comment on crée de la cohérence et pourquoi notre cerveau nous pousse à agir souvent dans un tas de situations, puisque on a besoin de réagir dans un tas de situations et notre cerveau nous pousse à faire ça. Donc, on a énormément de biais qui nous limitent, il y en a plein d'autres. Et la modélisation et la théorie des biais, je vous apporte aussi un peu de nuance puisqu'il y a des chercheurs qui contredisent ça, qui disent qu'ils sont plutôt contextuels. Il se trouve qu'il y a un consensus sur les biais qui nous limitent, mais je vous invite par exemple à aller chercher du côté de Göring-Gieser, qui est un chercheur qui, lui, essaye de contredire un peu cette modélisation, et c'est intéressant parce que ça nous invite à sortir aussi de nos schémas mentaux et de nos façons de voir les choses spontanément. Mais toujours est-il que dans certains biais, on a un ensemble de biais qui sont, comme je le disais, plutôt sur la sélection d'informations, sur le sens qu'on donne aux choses, sur la mémorisation d'informations, et par exemple, un biais que j'aime bien, mettre en avant, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, il est assez intéressant puisque dans beaucoup de situations, en fait, on a un cadre mental, on a une première impression sur certains éléments et donc on va conditionner notre réflexion vis-à-vis de ces éléments-là. Et quand on est face à du changement et de l'incertitude, ça peut être très embêtant de se fier à un cadrage, puisque par exemple, souvent, c'est la dernière fois qu'on a dû changer, ça s'est passé comme ça, on a un premier cadre de ce qui s'est passé, et quand on doit changer de nouveau, on va avoir plus de difficultés à le faire. D'autant qu'il y a d'autres biais, comme celui de conformisme, qui fait qu'on va plutôt choisir des stratégies que le collectif partage. On a les biais d'autorité qu'on connaît bien avec les expériences de Milgram. Le biais de conformisme, c'est plutôt les expériences de H qui ont mis en avant ça. On a aussi beaucoup de biais sur la façon de donner du sens. Et comme on a besoin de donner du sens, généralement, parfois, on utilise des stratégies qui sont un peu rapides et on crée des corrélations. Notamment, on a les corrélations illusoires qui sont intéressantes puisqu'il y a un site notamment qui s'appelle Spirulus Correlation qui met en avant un certain nombre de corrélations qu'on voit dans le monde, notamment, par exemple, la vente de margarine et le taux de fois où Lucas Cage apparaît dans des films. On voit que les deux courbes sont corrélées, mais pourtant, c'est deux événements qui sont complètement aléatoires et qui n'ont rien et qui n'ont pas de lien ensemble. Et donc, c'est assez intéressant parce que notre cerveau, comme il crée du sens constamment, il crée des corrélations, il crée des histoires. Et c'est aussi parce que le modèle statistique de notre cerveau est un modèle qui est biaisé. Pour agir biaisé. Et pour agir vite, il va faire des corrélations statistiques. Et on utilise un modèle actuellement qui est les inférences bayésiennes, ce qu'on retrouve dans certaines IA qui ont été construites actuellement. Il crée des stratégies, il fait un pari statistique pour savoir comment il devrait agir dans telle ou telle situation. Peut-être que Bernard, tu veux détailler d'autres biais, je ne sais pas, comme le biais de négativité ou l'aversion à la perte que tu évoquais, qui sont des éléments qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, les connaître, ça permet d'avoir un degré de liberté supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de biais après. Les biais sont toujours là, ils sont très utiles dans plein de situations et heureusement qu'ils sont là par souci d'économie. Déjà que notre cerveau consomme, il me semble, 120 grammes de glucides par jour en moyenne, en fonction de l'activité, etc. Imaginez si on était toujours hyper alerte, hyper attentif tout le temps, combien combien il faudrait consommer de calories finalement pour que notre cerveau soit toujours en forme. Oui, ce serait épuisant, effectivement. Et le fait de connaître les biais ne permet pas de s'en affranchir. Pour s'en affranchir, il faut avoir ce recul sur soi et apprendre à penser contre soi-même dans certains cas, ou alors de garder certaines choses et de ne pas garder d'autres éléments. C'est pas si facile que ça, mais c'est un entraînement aussi. Ça fait partie des entraînements possibles. Dans les entraînements possibles, et dans les stratégies qu'on peut utiliser, c'est développer ce qu'on appelle sa métacognition et son interoception. Alors ça, c'est des amis d'un autre organisme avec qui on a beaucoup parlé de ça. Deux compétences qui sont très, très utiles, notamment une qui est plutôt la capacité à se questionner sur ses pensées pour comprendre ses schémas de pensée. Et on parlait de modèles mentaux tout à l'heure, donc c'est extrêmement utile de comprendre d'où viennent ces pensées. Et c'est ce qu'en fait les thérapeutes, les coachs, les accompagnants font. Ils invitent à comprendre quelle est la pensée automatique, quelle est la pensée limitante, où est-ce qu'elle se situe, dans quel contexte, dans quelles circonstances. Donc, c'est se mettre au-dessus de sa pensée. Et l'interoception, c'est d'interroger finalement ses ressentis corporels et ses émotions. On sait que les émotions sont un excellent indicateur qu'il se passe quelque chose dans notre environnement.
puisqu'il crée une variation transitoire de notre vécu corporel, émotionnel, et donc il nous indique qu'il se passe quelque chose. Et c'est un peu tout ce que met en avant Daniel Goleman dans l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à identifier, à bien sélectionner et bien prendre du recul. Et donc ces deux compétences vont être vraiment intéressantes et utiles, notamment pour apprendre, réfléchir sur soi, se fixer des objectifs, mettre en œuvre de nouvelles stratégies, puisque parfois on a des stratégies qui fonctionnent dans certains contextes, et il a souvent été coutume de dire si ça marche dans tel contexte, on le réplique et ça va aussi marcher dans un autre contexte. Pour autant, ce n'est pas ce qui fonctionne, puisque sinon toutes les personnes qui ont réussi dans la vie diraient c'est comme ça qu'il faut faire, et tout le monde reproduirait la stratégie et réussirait. Donc il est intéressant de pouvoir challenger ces stratégies. Et d'autant plus que écouter son corps, ça va permettre de réguler ses émotions, d'anticiper aussi finalement la façon dont son corps va réagir, son stress, de prévenir l'épuisement et de comprendre les modifications physiologiques que notre corps vit dans certaines situations. Et en comprenant ça, on va comprendre que parfois notre corps réagit de façon automatique quand il est confronté à certaines situations. Combien d'entre nous, lorsqu'on est confronté face à une audience de plusieurs personnes en présentiel, puisqu'en distanciel, ça le fait un peu moins, on commence à avoir le cœur qui bat, la jambe qui bouge, on commence à peut-être avoir un peu mal au ventre, des réactions qui sont des réactions physiologiques du stress, qui nous indiquent finalement qu'il faut réagir et agir différemment, considérer les choses différemment pour mieux être dans la situation en question. Il est intéressant aussi de considérer ces éléments, ces notions, ces concepts à l'égard des théories de la complexité qui disent qu'il y a une hiérarchisation relative à avoir. De la même manière que dans nos besoins, on ne peut pas avoir faim et soif en même temps, au même niveau, au même moment, il va être intéressant de savoir quand est-ce qu'on privilégie aussi d'être plutôt sur un mode de métacommunication ou plutôt sur un mode d'interoception, plutôt sur un mode d'identifier ses biais, enfin ses limitations, ses freins, ou plutôt se concentrer sur des ressources, des solutions, des compétences. Et finalement, tous ces éléments-là, en tout cas ces deux compétences, c'est un peu ce qu'on fait là en transmettant de l'information. En donnant de l'information et en donnant de nouvelles façons, de nouvelles grilles de lecture sur ce qui se joue dans notre cerveau, on commence à pouvoir comprendre la mécanique, les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on est confronté à ces situations. C'est pour ça qu'on a envie de vous partager aussi quelques applications, quelques conseils. Alors, pas de recette. Nathan, avant de passer aux applications, on avait un petit sondage à vous soumettre aussi pour vous faire participer un petit peu avant les questions-réponses. Et donc, si tu es d'accord, Nathan, allons-y, faisons le sondage. D'après vous, quel est le facteur principal de la neuroplasticité? Et on va vous donner plusieurs possibilités. Voilà, du coup. Alors, le sommeil, le sport, la danse, la résolution de problèmes, la mémorisation, tous ces éléments, la musique. Donc, d'après vous, quel est le facteur le plus important? Alors, on a Sylvain qui dit le sommeil, tous, le sommeil, tous, la raclette, très intéressant. La musique, que les votes étaient ouverts, c'est bien. Alors, vous êtes très, très réactifs, ça fait très plaisir. Ouais. On laisse encore peut-être 5 secondes pour répondre. Et alors, Bernard, quel est l'élément qui va développer notre neuroplasticité ? Eh bien, effectivement, la neuroplasticité, c'est un concept global. Exactement. Donc, ça fait intervenir toutes les fonctions du cerveau. Et donc, toutes les fonctions du cerveau, ça peut être la mémoire, la motricité, la perception, la sensibilité, les émotions, l'attention, les fonctions exécutives. Donc, toute utilisation va permettre de développer cette neuroplasticité. Par contre, si vous voulez la développer dans un domaine bien précis, eh bien, effectivement, ça se développera. Si vous voulez développer votre motricité, eh bien, ça va être plus l'exercice physique, bien entendu. Le sommeil, alors, c'est pas faux, puisque le sommeil, lui aussi, c'est un élément global qui permet
la récupération des fonctions cognitives, et ça permet aussi la mémorisation. La mémorisation se fait pendant le sommeil, donc le sommeil, c'est un élément fondamental. Donc finalement, on a des réponses qui sont assez. Alors, on a des personnes qui ont rajouté des réponses supplémentaires. On a le chocolat, la nutrition. Alors, en effet, oui, la nutrition, effectivement. Bien s'hydrater, c'est un prérequis. Bien manger, avoir une bonne répartition de ces macronutriments, et après aller vers de la micronutrition pour avoir, on va dire, les bons acides aminés peut être intéressant. Pour autant, ce n'est pas ce qui va être la recette miracle. On va dire bien manger, bien boire, bien dormir et avoir une activité physique vont aider, mais ne vont pas être déterminants, puisque, comme le dit très bien Bernard, c'est quelque chose de global qui agit à plusieurs niveaux. Donc oui, faire du sudoku, ça va développer ces stratégies. Alors les câlins, les câlins, ça peut être intéressant, d'autant qu'en plus, il y a des études sur les câlins qui ont montré certaines sécrétions hormonales intéressantes. Alors des vrais câlins de plus de 10 secondes, qu'il faut tenir le câlin et pas avoir d'aversion. Je suis étonné que la résolution de problème n'ait recueilli aucun vote, parce que c'est quand même aussi un élément de développement important. Enfin, tout ce qui fait fonctionner notre cerveau, par définition, permet la neuroplasticité. Tout à fait. Alors, finalement, dans tout ce que tu évoquais, dans les applications, Bernard, Voilà, alors on a plusieurs possibilités d'application. D'abord, c'est d'avoir un cerveau affûté, un cerveau en bonne forme. Donc, favoriser cette neuroplasticité. Là, on va revoir un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Le premier facteur de neuroplasticité, c'est le plaisir et l'enthousiasme et la curiosité. Pourquoi ? Parce que quand on a du plaisir, on va aller chercher des informations et on va développer nos réseaux de neurones. Et donc, on va développer un facteur qu'on appelle le BDNF, qui est un facteur de croissance neuronale. Et donc ça, c'est un élément qui est assez contre-intuitif, parce qu'on pense pas en premier au plaisir. La motivation, ça fait appel à la motivation, le plaisir finalement. Absolument, une activité qui nous motive, qui nous met en mouvement vers quelque chose, on a plus de sensibilité à la retenir et à la réactiver dans des contextes favorables, plutôt qu'au contraire des choses qui sont plutôt pour éviter, dans les stratégies d'évitement ou dans des stratégies d'aversion qu'on pourrait avoir au quotidien. Oui. Un deuxième facteur de développement neuronal, c'est l'activité physique. Et là aussi, c'est contre-intuitif. Alors, on pense que l'activité physique va développer nos circuits moteurs, comme on a vu tout à l'heure pour le pianiste ou le violoniste, mais pas seulement, puisque l'activité physique va également améliorer les fonctions cognitives et la mémoire par ce biais du facteur de croissance, le BDNF. Un autre élément, ça va être l'activité mentale. Alors là, c'est plus logique. Donc, l'activité mentale sous toutes ses formes. Si vous n'avez qu'une seule activité mentale, vous n'allez développer qu'un seul domaine. Si vous êtes passionné par le jeu d'échecs et que vous ne faites que ça, vous allez être très, très fort. Vous allez développer pas mal de fonctions exécutives et de mémoire. Mais par contre, ce sera extrêmement focalisé. Et il y a d'autres pans entiers de votre neuroplasticité qui ne va pas être développé. Donc, ça doit être très varié, le plus varié possible. Encore un élément qui est sous-estimé, c'est le lien social. Des relations sociales riches vont également provoquer une sécrétion de facteurs de croissance neuronale. Toute une part de notre cerveau a besoin de l'autre pour se développer. Le cerveau a besoin de l'autre, en tout cas une partie du cerveau, et donc rester trop longtemps isolé n'est pas bon ni pour notre équilibre mental, ni pour notre équilibre neurologique. Alors, je vois une question en direct, Bernard, sur est-ce qu'il y a un ordre dans ces activités, ces priorités. Pareil, je dirais à Maurice, non, il n'y a pas vraiment d'ordre. Non, c'est multifactoriel. Voilà. C'est multifactoriel. Alors, il y a peut-être certains qui sont plus influents que d'autres, mais ça n'est pas significatif. Et puis, tous les éléments dont on vient de parler aussi pour la croissance, c'est-à-dire le sommeil, le repos. Le repos permet une récupération des fonctions cognitives, les pauses.
l'alimentation aussi anti-inflammatoire, le régime méditerranéen, etc. Tous ces éléments qui permettent à notre cerveau de récupérer ses fonctions de base. Ça n'est pas un facteur anecdotique, hein, c'est vraiment quelque chose, là ça a été mesuré comme étant un facteur très important. Là aussi, ça peut être par moments sous-estimé, donc ça vaut le coup de le J'ajouterais sur les pauses que le sommeil, généralement, on a plus de connaissances avec le rythme circadien, on connaît les différentes phases. Sur les pauses, on a un peu plus on a moins de connaissances, alors que pour autant, il y a toute une littérature sur les rythmes ultradiens et ce que fait notre cerveau au quotidien, avec des phases plutôt associatives, très dissociatives, d'activation de certains réseaux. Et donc, les pauses sont tout aussi intéressantes pour être performant, pour être bien, pour être flexible au quotidien, pour être plus alerte et mieux se développer dans son quotidien. Et souvent sous-estimé. Et quand on parle de pause, on parle de vraies pauses où il s'agit de vraiment ne rien faire. C'est pas prendre son téléphone et avoir une activité supralumineuse en face de soi ou répondre à des mails en pause. C'est vraiment une vraie pause qui va être utile quelque part. Je ne sais pas si tu es d'accord, Bernard. Oui, tout à fait. Et il y a des recherches aussi notamment des recherches sur la sieste et qui ont montré une récupération pour des gens qui étaient en privation de sommeil, qui ont montré une récupération des fonctions cognitives pendant plusieurs heures à la suite d'une sieste de 10 minutes. Tout à fait. Alors, les applications de cette neuroplasticité, la première, ça va être d'acquérir des connaissances. On n'a pas besoin des neurosciences pour savoir que si on fait travailler son cerveau et sa mémoire, on va acquérir des connaissances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des acquisitions comportementales, apprendre à utiliser un logiciel, par exemple, ou apprendre à développer une compétence sportive. Donc ça, c'est utiliser un outil aussi. Donc ça, ce sont les applications auxquelles on va penser en premier pour la neuroplasticité. C'est comment acquérir des compétences cognitives ou motrices, par exemple. Bernard, je te propose qu'on essaye de conclure rapidement pour pouvoir prendre les questions et y répondre. Oui. On est déjà à 50 minutes de webinaire. D'accord, tout à fait. Alors là, donc dernier point, donc on peut développer aussi ces compétences humaines. Ça, c'est moins connu, les soft skills. Hein, l'agilité, la régulation des émotions, le stress, la persévérance. Donc c'est là. Donc nous, on n'est pas là pour dire dans quelle direction on va développer ces compétences humaines. Par contre, le fait de savoir que la neuroplasticité peut nous aider, que l'agilité et la flexibilité mentale peuvent nous aider, ça nous permet de mieux choisir en fonction de nos besoins. Donc, comment contourner les résistances, les freins? Eh bien, d'abord, savoir qu'il est normal d'éprouver des réticences, savoir qu'une croyance n'est qu'une croyance, on n'est pas obligé de s'identifier à ces croyances, et d'autre part, apprendre à penser contre soi-même et se dire qu'est-ce que je peux accepter dans ce changement qui me dérange, quels avantages je peux trouver et comment progresser. Là, on va peut-être passer. Oui, donc finalement, les 7 bons conseils qu'on... Voilà, on va passer directement sur la dernière slide. Quels conseils pour créer des bons comportements? Donc, le premier, c'est de savoir qu'on peut s'améliorer, quel que soit notre niveau. Ça, c'est fondamental. Ensuite, s'entraîner, commencer par des étapes faciles pour pouvoir alimenter son réseau de la récompense et pouvoir avoir envie de continuer à changer et à apprendre. Faire des erreurs, ça c'est fondamental. Le cerveau fait des prédictions et après il va corriger l'erreur de prédiction. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc les erreurs font partie de l'apprentissage. Ça n'est pas une faute. On a besoin de faire des erreurs pour progresser et de les enregistrer pour les corriger, bien sûr. D'accumuler beaucoup de petites progressions plutôt que de se mettre des marches trop hautes. De se comparer à soi, parce que si on se compare aux autres, on va toujours trouver des gens meilleurs que soi, donc c'est décourageant. Par contre, se comparer à soi, c'est le seul moyen de voir si on progresse vraiment. Ensuite, être patient, parce qu'on a vu, par exemple, avec l'exemple de la mindfulness, qu'il fallait quand même 8 semaines pour développer ses compétences. 8 semaines, c'est un exemple, hein, c'est pas une règle. Et puis être persévérant, c'est la répétition qui va faire que le chemin neuronal va se développer, va se transformer en autoroute. Donc,
plusieurs petites activités tous les jours plutôt qu'une grosse activité chaque week-end. Oui, moi, sur ce que tu évoquais sur la persévérance et la patience, j'avais lu une étude qui disait que ça pouvait aller de 3 à 80 jours en fonction des personnes, de créer une habitude. Donc, en fait, il y a vraiment un continuum très large, donc il n'y a pas de recette miracle. Les gens... Oui, on voit souvent passer 21 jours, voilà. Mais c'est une erreur. C'est beaucoup plus large et ça dépend de chacun, de vos prérequis, de certaines conditions. Et de la tâche, de l'objectif qu'on se... Exactement aussi. Donc, on va essayer de répondre à vos questions. Quelques informations, si vous voulez en savoir plus, vous avez 2 liens qu'on vous communiquera. N'hésitez pas aussi à aller vous inscrire aux séances de découverte d'application de l'approche neurocognitive et comportementale, qui vraiment reprend tous ces éléments-là et en fait de la modélisation pour de l'application concrète et pour des outils très utiles au quotidien pour aider les individus à se développer, à mieux vivre, mieux être, mieux travailler dans notre objectif de base. C'est accessible aussi bien aux managers, aux coachs. On intervient dans vraiment différents organismes et structures, publics, privés. Et ça peut être intéressant juste d'aller voir ce que cette approche peut vous proposer, notamment dans le cadre d'une séance de découverte. Et quelques ressources qu'on vous transmettra juste après. Je vous propose de prendre tout de suite les questions. Alors, on a Marie qui nous a posé la question. Comment faire pour changer quelqu'un d'état d'esprit? Comment faire changer quelqu'un d'état d'esprit? Alors, c'est une super question, Marie. Est-ce que Bernard, tu veux y répondre ou est-ce que je peux proposer quelques pistes aussi? Alors, on peut proposer des pistes, sachant que c'est peut-être la question la plus difficile. Juste une citation de Laurent Gounel, hein, on ne change pas les gens, on peut seulement leur montrer un chemin et leur donner envie de l'emprunter. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, en fait, si on veut changer quelqu'un, il va falloir activer son réseau de la récompense. Il faut qu'il ait envie, il faut lui donner envie de changer. Il va falloir d'abord l'écouter, s'intéresser à lui, l'écouter, savoir ce qu'il ressent, pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de changer, écouter ses objections, l'impliquer, trouver des raisons de l'impliquer, décortiquer tous les avantages qu'il y a à changer, donc montrer objectivement quels sont les avantages, peut-être de la psychoéducation, montrer aussi quels sont les freins, pourquoi on a tous des freins dans ce changement, lui témoigner de la reconnaissance et de la confiance aussi, puisque ce sont des éléments moteurs des besoins psychologiques de base. Tout le monde a besoin de reconnaissance, et puis lui montrer de l'empathie aussi, montrer qu'on s'intéresse à ces problèmes. Si les personnes perçoivent de la reconnaissance et de l'empathie, en général, ils vont s'impliquer, hein, la plupart. Moi, j'ajouterais aussi plusieurs éléments à ce que dit Bernard. Quand quelqu'un, pour l'aider à changer d'état d'esprit, il y a bien évidemment le fait de le reconnaître là où il est. Quelqu'un qui est en difficulté, en souffrance, ce n'est pas toujours évident pour lui. Et souvent, on veut proposer du changement très rapidement. Alors qu'il y a toujours une phase d'acceptation à avoir avant d'aller vers du changement qui peut être intéressante. Je connais des exemples notamment de patients en crise suicidaire ou dépressifs, avec de grosses dépressions, qui étaient, beaucoup de thérapeutes, amis, se retrouvaient en échec parce qu'ils voulaient proposer du changement trop rapidement. Et quelque part, parfois, juste accepter que la personne, elle ne peut pas changer tout de suite, mais en étant convaincu qu'elle pourrait le faire plus tard aussi. C'est aussi la posture, pour le coup, de l'accompagnant, de l'aidant ou de la personne autour qui est aussi intéressante. Ça a permis de débloquer des choses plus tard. Donc, je pense qu'il y a aussi comme dit Bernard, on ne peut pas changer l'autre, on ne peut que lui montrer le chemin, mais on peut aussi vraiment le reconnaître là où il est et au moins on connaît son point de départ pour aller définir avec lui son point d'arrivée. Donc, il me semble que ça peut être intéressant aussi. Autre question de Catherine, que pensez-vous des modèles qui identifient chez chacun d'entre nous des comportements de confort et des comportements d'inconfort? On a l'exemple du MBTI, par exemple, qui met ça en avant. Tu veux répondre, Bernard, ou est-ce que tu souhaites que je prenne la main? Là, j'ai répondu au précédent, donc vas-y. Alors, quoi qu'il arrive, tout modèle théorique qui aide l'individu à se questionner et à progresser sur des différents éléments, à mon sens, et si tu demandes ce que j'en pense, est intéressant. Pour autant, après, on peut être exigeant ou pas sur le modèle théorique qu'on met face à un individu et sur lequel on construit de nouvelles croyances, quelque part. Il y a toujours un intérêt à aller aider l'individu à se questionner. Après, il y a toujours des modèles qui sont plus développés que d'autres, plus scientifiques que d'autres, plus psychométriques que d'autres.
Pour autant, moi, j'approcherai une nuance entre les modèles qui proposent une approche catégorielle et les modèles qui proposent une approche dimensionnelle. Les modèles qui proposent une approche catégorielle vont être dans ce que le MBTI propose, le DISC peut proposer, ou on a quoi d'autre, d'autres tests qui proposent ça, où vous allez être dans une couleur, dans une définition, et vous devez trancher en tant qu'individu, et la personne qui est avec vous va vous dire, finalement, ce qui ressort, c'est plus une tendance de ce point de vue-là. Dans l'approche catégorielle, il y a un intérêt collectif, c'est qu'on comprend plus facilement les choses, on les intègre plus facilement, et on peut partager un même langage avec l'ensemble des personnes qui auraient passé ce test ou qui seraient dans ce modèle théorique. C'est intéressant, ça a une limite, c'est que c'est moins représentatif de la réalité quelque part, qui est plus complexe. Les approches dimensionnelles, pour le coup, elles placent l'individu sur un continuum, et il faut aller se creuser la tête, créer des interrelations, des interactions, des hypothèses avec la personne. Mais comme on est sur de la dimension, un peu comme la lumière, c'est un spectre, on a le spectre de la lumière, on a le spectre des compétences qui sont testées dans certains tests, on a le spectre de la sensibilité émotionnelle, de la régulation émotionnelle, de la curiosité, etc., tous ces éléments-là, des stratégies de coping face à une situation difficile. Finalement, là, il va falloir être plus subtil. Donc, c'est un peu plus difficile à comprendre. Pour autant, ça a plus d'impact pour la suite et ça évite d'enfermer les personnes. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais, qu'il y a un meilleur et un moins bien. Les deux sont des choses intéressantes à utiliser. L'idée, c'est de savoir avec lequel, si Catherine, tu es accompagnante, par exemple, tu te sens confortable. C'est ça qui va faire aussi que ça va être agréable pour la personne qu'on accompagnerait avec un de ces tests ou de ces questionnaires qui a tendance à plutôt placer les individus dans une case. Mais voilà, il n'y a pas de politique à apporter. Pour compléter, je dirais que par définition, tout modèle est faux, puisqu'on a affaire à le cerveau étant l'organe le plus complexe connu actuellement. Donc, tout modèle est faux. Par contre, il est utile quand même, puisque justement, il nous permet d'approfondir notre vision et d'avoir un cadre commun pour interagir et un cadre à transmettre à la personne. Donc, ça, c'est quand même, c'est pas parce qu'il est faux qu'il n'est pas aidant. Voilà. Il peut quand même être utile. Voilà. Exactement. Je pense qu'on se rejoint parfaitement là-dessus. Tout modèle est faux, mais ils sont utiles. Et c'est avec des modèles qu'on a construit plein de choses. Donc, autant les utiliser en connaissant leurs limites. Alors, on a deux questions. Alors, il y a une question plutôt sur de la lecture et sur un chercheur. Alors, on a qu'est-ce qu'on conseille, Oudé ou Kahneman? Et on nous recommande aussi la lecture d'Albert. Voilà, les deux. Je pense que les deux sont utiles. Oudé apporte un élément théorique en plus qui est le système 3. Kahneman explique qu'il a conceptualisé la notion de système 1, système 2. Et son livre « Les deux vitesses de la pensée » est super. Oudé, il y a plein de livres sur apprendre à résister, des expériences avec les enfants sur le développement des apprentissages qui sont aussi utiles. Je pense qu'ils ont chacun leur style d'écriture. Il est tous les deux très utiles. Je vois que quelqu'un a mis aussi de nous conseiller d'aller voir Albert Moukébert. On est tout à fait en phase avec ce que Albert propose. Moi, c'est un chercheur que j'aime beaucoup aussi, qui fait des conférences passionnantes et très accessibles. Moi, ce que je pourrais conseiller aussi, c'est les livres de Stanislas Dehaene. Tout à fait, bien sûr. Pour la partie neurosciences, ils sont formidables, notamment le livre Apprendre, qui est justement pour comprendre un petit peu les mécanismes fins en neurosciences. Je pense que c'est un des meilleurs diffuseurs et vulgarisateurs. Alors, il y a une question qui est un peu longue. Les différentes méthodes préconisées pour évaluer les flexibilités mentales sont des mesures psychométriques au questionnaire de dynamique comportementale et donc passant par la formation en entreprise. Est-il possible d'organisation contextuelle en sortant du schéma mental au-delà du cadrage préétabli en entreprise? Existe-t-il un mode de corrélation adapté pour ce faire? Merci. Alors, j'ai peur de ne pas avoir compris toute la question. Je n'ai pas compris la question non plus. Si la question, c'est on est obligé de passer par de la formation, je ne pense pas. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont là actuellement. Après, si c'est pour du changement organisationnel plutôt collectif, on va dire que tout ce qu'on a évoqué peut être un ensemble de prérequis, mais qu'après, en travaillant sur l'individuel, on peut travailler sur le collectif. En travaillant sur le collectif, on peut travailler sur l'individuel et que ça peut créer
des choses intéressantes. Après, j'ai eu peur de… Sachant que le collectif obéit aussi à d'autres… Voilà. Bon, c'est une somme d'individuels, mais ça obéit à d'autres dynamiques, et que pour le collectif, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Là, il faudrait un autre webinaire pour ça. Tout à fait. Et bien d'ailleurs, sur d'autres méthodes, il y a quelqu'un qui a dit quid de la méditation et de la pleine conscience. Alors moi, je dirais que en fait, qu'on parle de méditation, de mindfulness, de pleine conscience, de yoga, d'hypnose, etc., notre cerveau va pas trop faire la différence de ce qui se passe. Il va activer différents types de réseaux en fonction de la tâche qui va lui être demandée. Si c'est plutôt des tâches d'attention, au contraire de se laisser porter dans ses pensées, il va se passer différentes choses. Quoi qu'il arrive, toutes ces pratiques-là, elles ont en commun qu'elles aident potentiellement à diminuer le stress, à renforcer les connexions neuronales, et qu'elles sont utiles pour le bien-être, on va dire, général. Après, c'est plutôt la théorie qu'il y a derrière et la façon, dans le contexte dans lequel elle s'inscrit, qui va se différencier. Mais à mon sens, elles ont toutes un intérêt, et aussi la possibilité de choisir pour quelqu'un la méthode avec laquelle il se sent le plus confortable, puisque la pleine conscience, certains vont détester, d'autres vont préférer la cohérence cardiaque, et inversement, d'autres vont préférer plutôt certains types de méditation spécifiques, d'autres plutôt du yoga avec cette coloration un peu méditative aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bernard ? Alors, moi, je pense que justement sur cette thématique de cerveau flexible et cerveau agile, la mindfulness, on est vraiment au cœur de l'exercice, puisqu'il s'agit d'entraîner sa conscience, son attention consciente à passer des souvenirs au présent, ou d'accepter les pensées qui nous traversent, et de revenir au présent. Donc on est vraiment en plein dans cette notion de flexibilité mentale, ou de flexibilité cognitive aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est un super exercice. Ça nous permet de prendre ce recul. En fait, toutes ces techniques ont un point commun, c'est cette capacité à prendre de la distance par rapport à nos impulsions, pour les accepter ou pour les rejeter, d'ailleurs, peu importe, mais à prendre de la distance pour avoir ce degré de liberté supérieure. Et la pleine conscience, justement, c'est vraiment apprendre à focaliser, à avoir un maximum de conscience de notre attention, savoir sur quoi se base notre attention, et c'est vraiment fondamental. Donc moi, je pense que c'est vraiment une méthode utile, avec toutes les variantes que tu viens d'évoquer aussi. Tout à fait. Et il y a des questions plutôt sur les exercices qu'on préconise, aussi bien de manière générale que ceux plutôt liés à l'approche de l'ANC. Bon, déjà, ce qu'on vient de vous évoquer sur la méditation, la relaxation, sont des exercices qu'on préconiserait. Avoir une activité physique également, je pense. Après, sur des exercices très pratiques, il y a plein d'exercices que vous pouvez retrouver sur le site de l'IME Conseil. Mais j'en donnerai un là, par exemple, qui serait la multiplication des points de vue, qui est la capacité à se distancier de soi en se projetant dans la peau d'un autre. Généralement, ça permet assez bien de développer sa flexibilité, parce qu'en s'autorisant des comportements qu'on ne s'autorise pas habituellement, et en se disant, par exemple, si c'était Barack Obama qui résolvait la situation à ma place, qu'est-ce qu'il penserait de cette situation, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait, comment il se comporterait. Si moi, je disais, là, je me mettais dans la peau de Bernard, et je disais, avec son regard, ses connaissances, comment est-ce qu'il considérait la situation, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait. On peut avoir des stratégies pour développer finalement cette flexibilité. Donc, je partage cet exercice-là. Est-ce que tu en as un autre, toi, Bernard ? L'imagerie mentale, effectivement, c'est un exercice très important. En fait, tout dépend de l'objectif, puisque on peut vouloir améliorer sa relation à l'autre, on peut pouvoir améliorer son estime de soi, sa capacité de concentration. Enfin, il y a tellement d'objectifs différents. Donc, en fait, tous les exercices sont utiles, mais ça dépend de l'objectif. Donc, avec Emmanuel Joseph Dailly, on a fait justement dans le dernier bouquin, là, Les talents cachés de votre cerveau, on a fait justement un ensemble de tous ces exercices, mais en fonction des objectifs. Donc, c'est difficile de donner un exercice pour la capacité d'agilité mentale en général. Ce sera aller contre ce qu'on vous a dit au début, qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'il faut cibler en fonction de l'objectif. Voilà. Oui.
Après, c'est à chacun de fixer ses objectifs. Je pense que les gens peuvent. Bon, après, il y a un minimum d'observation de soi pour savoir exactement quels sont nos moteurs profonds. Ça aussi, c'est un autre domaine, mais savoir dans quelle direction Oui. on veut aller. Puis après, il y a plein de modèles théoriques comme la psychologie positive qui proposent des exercices pour travailler sur des compétences spécifiques, l'optimisme, son mindset, sa résilience, et qu'on peut Les utiliser forces, dans cet ouais, ouais. accompagnement, les forces de caractère qui peuvent être Oui, utiles, mais qui sont pas des exercices qui marchent dans toute situation, tout le temps, dans tout contexte, qui sont souvent associés à voilà, un objectif, une thématique et un projet quelque part. Je propose qu'on regarde une dernière question et qu'on puisse conclure tranquillement. On a une question très intéressante de Sabrina qui dit: dans les recrutements et dans l'emploi, la discrimination est souvent liée au biais cognitif. Comment leur donner envie de changer? Belle question. Est-ce que Bernard, tu as des... Ben, en diffusant des connaissances, justement, en faisant des webinaires, en faisant des conférences, des bouquins, et puis des séminaires aussi. Donc, moi, ça me laisse l'occasion, justement, de dire que bah, les gens qui veulent travailler donc, avec moi sur des conférences ou des séminaires, ils peuvent me joindre sur LinkedIn, me demander en contact. L'IME, je pense que là, donc, on a toutes les références aussi. Je crois que c'est un travail de fourmi, un travail. Alors moi, je peux donner mon expérience. C'est quand j'ai commencé à faire des conférences il y a 10 ans, on me prenait souvent pour un extraterrestre. Maintenant, tout le monde a compris l'intérêt de la démarche. Par contre, on n'y arrive pas forcément, mais il y a eu du progrès de fait. Donc, je pense que c'est quand même utile. Tout ce travail de diffusion a été utile quand même. Et petit à petit, alors ça va jamais assez vite, bien sûr. Il y a toujours beaucoup de stéréotypes et beaucoup de freins, mais bah, ce sera toujours comme ça. Mais par contre, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de travail de fait, et je pense qu'il faut continuer à diffuser ces connaissances. Je ne vois pas d'autres façons plus radicales pour faire changer les gens. Hein. Oui, et puis sur les histoires de discrimination, il y a vraiment une lecture, une éducation, une psychoéducation à avoir de manière globale sur le fait que biologiquement notre cerveau discrimine les éléments. Pour autant, ça nous rend pas obligés d'avoir des comportements de discrimination, qu'il y a certains biais qui sont des biais endo-exogroupes, des biais tribaux, etc., qui nous invitent à faire des stratégies collectives qui font que ça va créer des contextes, qui va créer de la discrimination. Pour autant, voilà, ce qu'on explique, c'est qu'il y a des exercices, il y a de la vulgarisation, de la diffusion de connaissances, des stratégies qui peuvent être mises en place pour aller lutter contre ça, mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui est aussi bien individuel que collectif, puisque ça va dans une organisation, par exemple, qui aurait un système de recrutement qui ne serait pas égalitaire, par exemple, mais il y a à la fois la posture du recruteur, mais la posture globale que l'entreprise génère sur ses recruteurs lorsqu'elle va dire on veut tel ou tel individu, telle ou telle personne, etc. Donc, on va dire qu'il y a à la fois des modifications dans le métier, mais à la fois des modifications culturelles aussi à apporter et à une compréhension, une lecture de tout ce qui se joue aux différents niveaux de la psychologie, des biais cognitifs, de la psychologie sociale et des neurosciences aussi, puisque tout ça est fortement imbriqué à différents étages et à différents niveaux. Absolument. Et tu as parlé du biais d'endogroupe et d'exogroupe. Ça devrait être une notion obligatoire pour tout le DRH. Hein. C'est de connaître ce biais d'endogroupe et d'exogroupe auquel on est tous plus ou moins exposés. Hein. Et puis aussi le fait de pouvoir recruter à plusieurs, puisqu'on a tous nos modèles mentaux, que le modèle de l'autre est différent, et qu'en croisant les modèles, on peut sortir un petit peu d'un certain nombre de schémas mentaux un peu limitants. Tout à fait, exactement. Je vois qu'il y a des gens qui ont réagi. Merci pour ces réactions. On vous remercie à tous pour votre attention et de nous avoir accordé ce précieux temps pendant 1h12 avec vous. Ça a été un plaisir pour moi et Bernard de partager ces connaissances et ce webinaire conjointement et de vous délivrer ces informations. On n'a plus qu'à vous dire merci, à vous laisser repartir à vos occupations professionnelles avec peut-être quelques notions en plus que vous pourrez retravailler dans les différents ouvrages qu'on vous présente juste en face de vous.
Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter et on est à l'écoute de vos feedbacks, même négatifs, on les prendra comme des occasions de progresser. Ce sera une façon pour nous d'évoluer, de progresser et de faire mieux Voilà. la prochaine fois avec vous ou avec d'autres qui voudraient nous rejoindre. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Bernard pour voir ce qu'il propose, ses conférences, et sur le site de l'IME pour vous inscrire à une séance découverte ou bien juste vous documenter et en apprendre plus sur ces beaux modèles et ces belles choses qu'on peut partager. Et j'arrête le live ici. Au revoir à tous.